Hello à tous, ici Claire Virose et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié aux reconversions professionnelles à quelque stade qu'elles en soient. Je suis Claire Virose, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je vous donne rendez-vous ici tous les lundis avec un nouvel invité pour à votre tour oser la reconversion. Avant de vous laisser avec l'invité du jour, Lise, quelques mots sur le groupe Facebook privé du podcast. Bénéficiez de conseils supplémentaires et partagez votre ressenti, doute avec les auditeurs du podcast. C'est une vraie communauté pour prolonger la discussion. Le groupe s'appelle Oser la reconversion, le groupe privé du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Mélinda. Après avoir travaillé en tant qu'infirmière en bloc opératoire pendant 9 ans, Mélinda est aujourd'hui propriétaire et gérante d'un domaine de réception, mariage, événements privés et séminaires professionnels dans le Finistère en Bretagne. Vous pouvez retrouver son magnifique domaine sur Instagram sous le pseudo La Colonie de Trézien. Mélinda s'est tournée vers le métier d'infirmière un peu par hasard. Elle souhaitait surtout apprendre un métier et rentrer vite dans le monde du travail. Mélinda a toujours eu un esprit d'équipe et aimé le contact humain. Au bout de 9 ans et à l'occasion de son congé maternité, Mélinda n'a plus envie d'y retourner et a la sensation d'avoir fait le tour du métier. Elle ne sait d'abord pas très bien quoi faire jusqu'au jour où elle visite un peu par hasard cette ancienne colonie de vacances pour laquelle elle a un coup de cœur. Elle fait une offre avec son mari sur le domaine sans même avoir vraiment de projet. Ils décident finalement de réhabiliter le lieu en domaine de réception, fonction initiale de la colonie de vacances. Mélinda et son mari inaugureront les mariages à la colonie de Trézien car ils sont les premiers à s'y être mariés juste après avoir acheté le domaine. Alors avec Mélinda, on a évoqué la difficulté de travailler en équipe avec les chirurgiens lorsqu'on est infirmière, l'environnement auquel il faut faire face, comment choisir un nouveau métier lorsqu'on ne sait pas quoi faire, ses conseils pour devenir entrepreneur, les travaux qu'ils ont faits en famille et surtout son bonheur d'avoir trouvé sa voie et le lieu où elle et sa famille se sentent bien. Mélinda m'a partagé plein d'anecdotes familiales sur sa reconversion et j'ai adoré. Une histoire hyper touchante et qui nous montre que lorsqu'on croit en soi, on peut se lancer dans des projets gigantesques. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mélinda. Bonjour Mélinda, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Merci, bonjour Claire-Vie. Enchantée. Alors, est-ce que tu peux nous dire quel est ton métier actuel ? Alors actuellement, je suis propriétaire et gérante d'un domaine de réception dans le Finistère en Bretagne. Donc tu organises des mariages, séminaires, c'est plutôt gros événements en fait. On peut accueillir des petits groupes de 40, 50 personnes pour des réceptions privées jusqu'à des groupes jusqu'à 250 personnes. Et après, on a une partie, on a des appartements aussi sur lesquels on peut accueillir des petits groupes en séminaire, par exemple. Donc oui, c'est une palette assez large de propositions. Alors, ça n'avait rien à voir avec ton premier métier. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton premier métier ? J'étais infirmière. Donc effectivement, ça n'a rien à voir. Le gros saut. Alors, comment c'était ton métier d'infirmière ? Comment ça t'est venu ? Est-ce que c'était un rêve d'enfant ? Pas vraiment. Enfin, je me suis jamais dit je veux être infirmière. Dès l'enfance. En fait, j'étais au lycée. Je me suis demandé ce que je voulais faire. J'avais envie d'une formation qui m'apprenne un métier pour que je puisse travailler rapidement. J'avais envie de rentrer rapidement dans le monde du travail. J'ai cherché et infirmière, ça s'est présenté assez naturellement parce que dans l'idée de prendre soin des autres, d'être là dans des moments clés, importants, le travail d'équipe, tout ce genre de choses, en fait, ça m'a attirée. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas, j'ai tenté les concours et ça a marché. Et comment ça s'est passé les premiers temps ? Parce que c'est un métier quand même, c'est assez particulier comme métier, et assez difficile. Donc comment ça s'est passé de tes débuts ? En fait, déjà, moi, j'habite dans la pointe du Finistère. Je suis partie faire mes études à Rennes. Donc, je me suis retrouvée loin de ma famille. Donc, j'ai fait ma petite vie. Je me suis gérée, en fait. Ça m'a plu. Et parallèlement, les études d'infirmière, c'est des études qui sont professionnalisantes. On nous apprend vraiment un métier. Et il y a des stages, il y a tout ça. Donc, j'ai appris à... déjà, j'ai découvert que ça me plaisait. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui, dès le départ, au bout d'1 an, 2 ans, jettent l'éponge en se disant que ça leur plaît pas.
Tous les stages que j'ai faits me confortaient dans l'idée que ça me plaisait. Effectivement, c'est un métier très particulier. On est amené à travailler sur des horaires atypiques, à des moments assez atypiques aussi. On est là dans des moments difficiles aussi, parce que l'infirmière, elle intervient quand même dans des moments où il y a besoin d'un appui médical. Donc c'est un moment où on va pas hyper bien. Donc ça m'a plu en fait d'être là pour les gens dans un moment difficile. Le travail d'équipe, la technicité aussi que demande le travail d'infirmière, ça me plaisait vachement, la technique. Toi, t'étais dans quel domaine? T'étais infirmière? Parce que je sais qu'il y a infirmière de bloc, infirmière plus libérale. Toi, c'était quoi du coup? Alors j'ai fait une école d'infirmière, tout ce qui est de plus classique, et en fait j'ai été diplômée en décembre 2008. Et début janvier, j'ai été appelée. J'avais envoyé mon CV en fait dans les cliniques brestoises, et j'ai été appelée par le chef de bloc d'une des cliniques. Et là, je me suis dit mais c'est chaud. Je m'étais toujours dit que je ferais jamais infirmière de bloc opératoire parce que j'avais vu une intervention chirurgicale à l'école d'infirmière. Je m'étais retrouvée dans un bloc opératoire et le chirurgien était odieux. C'était long, personne s'était occupé de moi. J'avais eu l'impression d'être super seule et je m'étais dit que je voulais pas faire ça. Et donc quand j'ai été appelée, il m'a dit mais il faut que tu essayes. Donc j'ai essayé et ça m'a plu. J'ai découvert un autre métier que ce que j'avais appris pendant 3 ans, parce que c'est tellement particulier le travail d'infirmière de bloc opératoire que finalement j'apprenais un nouveau métier de nouveau, alors que j'avais été formée pendant 3 ans sur le métier d'infirmière générale. Et puis après, je suis un petit peu partie travailler en maternité cet été-là, donc en 2009. Et puis j'ai fait un peu d'hospitalisation à domicile aussi. Et ensuite, un concours de circonstances a fait que je me suis retrouvée de nouveau dans le même service au bloc opératoire. Et donc j'y suis restée pendant 9 ans. Ah ouais, quand même, hein. Voilà. Et quand on est en bloc opératoire, on a quand même le contact avec les patients. En fait, c'est ça qui, au bout d'un moment, m'a manqué. Parce que le moment où on est avec les patients, il est très court, mais il est juste primordial, parce que c'est hyper important. On dit souvent que les gens se réveillent dans le même état d'esprit que dans lequel ils se sont endormis. Donc il faut vraiment faire en sorte que que les patients s'endorment le plus apaisé possible pour se réveiller le mieux possible en salle de réveil. Donc c'est vraiment des instants qui sont très précieux, qui sont courts, mais qui sont primordiaux. Et c'est vrai que ça, c'était chouette, mais au bout d'un moment, je trouvais que le contact avec le patient manquait. J'étais plus en contact avec mes collègues et le chirurgien, enfin les gens qui gravitaient au bloc opératoire, qu'avec le patient en fait finalement, qui la plupart du temps dort. Ouais. Et tu peux pas changer une fois que t'es... Enfin, je dis ça pour les auditeurs, par exemple, qui voudraient être infirmiers. Quand on est un peu dans une situation bloquée comme ça, quand on est en bloc opératoire, c'est possible de complètement changer, ou c'est difficile une fois qu'on est spécialisé? En fait, le truc, c'est que c'est tellement particulier le bloc opératoire que c'est compliqué de retourner après faire autre chose. Alors, c'est possible, mais le truc, c'est que moi, le bloc opératoire dans lequel je travaillais, il n'avait pas de service d'urgence. Donc, je travaillais le week-end que d'astreinte. Je travaillais pas le week-end, je travaillais pas la nuit, sauf quand j'étais d'astreinte. Et pour une infirmière, ça, c'est juste génial. Et le truc, c'est que moi, j'ai commencé à travailler au bloc en 2009 et j'ai eu mon premier enfant en 2013. Et le confort familial avec des horaires un peu classiques finalement, alors qu'on est infirmière, c'était un tel confort que ouais. Puis j'ai eu l'impression au bout d'un moment d'avoir fait le tour. Donc j'ai eu mon premier enfant en 2013 et le deuxième en 2016. Et puis c'est après là, je me suis dit non. Enfin. Et c'est comment l'ambiance? Tu dis que, enfin, le chirurgien était odieux quand tu as fait tes études. C'est comment l'ambiance quand on est infirmière comme ça? Alors il y a
ça dépend du chirurgien et des infirmières avec lesquelles on travaille. En fait, ce qui se passe, c'est que le bloc opératoire, c'est comme enfin, c'est pas une pièce parce que c'est plusieurs pièces, mais c'est un service qui est coupé de tous les autres services de la clinique. Et on est un peu en confinement, c'est vraiment le mot du moment, mais on est un peu confiné dans un espace réduit avec beaucoup de monde. Et donc c'est primordial de bien s'entendre avec ses collègues parce que sinon c'est vite la cata. Et c'est primordial de s'entendre avec le chirurgien avec lequel on travaille à l'instant T, puisque en fait il y a qui dans une salle d'opération, il y a dans le privé, hein, j'entends. Moi j'étais dans le privé, j'étais pas dans le public. Donc dans le privé évidemment il y a le patient qui est sur la table d'opération, il y a un anesthésiste ou une infirmière ou infirmier anesthésiste et le chirurgien évidemment. Et il y a 2 infirmières. Il y a une infirmière qui est habillée en stérile avec le chirurgien, et il y a donc qu'on appelle une penseuse ou une instrumentiste, et il y a une infirmière qui est circulante en fait, qui elle n'est pas habillée en stérile et qui peut servir et s'occuper du matériel tout autour de l'intendance en fait dans le bloc opératoire. Donc c'est vrai que on passe la matinée ou l'après-midi avec ces gens-là, donc voilà, quand on s'entend bien avec ces gens-là, c'est des tranches de rire, de rigolade, enfin voilà, on est sérieux, on s'occupe du patient, mais il y a aussi des moments où on plaisante, enfin il y a une bonne ambiance, enfin c'est vrai que c'est chouette, mais c'est vrai que si le chirurgien est pas ultra cool, ça peut être une ambiance catastrophique, quoi. Ouais, ben je vois, c'est un peu comme, dans le milieu des avocats, finalement, tout dépend de l'associé, en fait, du Oui, boss. Et si le boss est sympa, bah, du coup, ça se ressent dans toute l'équipe parce que ouais, tout le monde est un peu détendu. S'il c'est est ça. horrible, bah, du coup, tout le monde devient tyrannique, en fait. Ah oui, ouais. Est-ce que tu as des conseils comme ça pour des gens, par exemple, qui sont infirmiers et pour pas se retrouver avec un tyran ou comment Ben, savoir à l'avance? bah, tu peux pas savoir. Après, après, et le truc, c'est que du coup, quand le patient dort, il y a pas de filtre. Enfin, des fois, enfin, moi, j'ai pu assister et j'ai pu vivre moi des moments de violence verbale vraiment, vraiment, enfin, difficile à vivre. Mais après, c'est comme une infirmière dans un service. Quand le chirurgien ou le médecin arrive, s'il est en mode mal luné, c'est l'horreur. Enfin, l'infirmière, elle prend. Mm. C'est compliqué, mais c'est un peu notre statut, malheureusement. Après, c'est formateur aussi, hein, parce que soit on s'écrase et on pleure, enfin, ou on pleure pas, mais on s'écrase, soit on se laisse pas faire. Ça apprend aussi à ne pas se laisser marcher sur les pieds. Et il y a certains chirurgiens qui cherchent ça. En fait, ils titillent, ils appuient là où ça fait mal pour voir si en face, ils ont quelqu'un qui répond, quoi. Ouais. Et je trouve que ça doit être difficile parce que finalement, tu fais un métier où tu as envie d'avoir de l'humain. Et Ouais, puis, tu vois, forcément, tu es quelqu'un d'empathique, je pense, pour faire ça. Et puis, tu te retrouves oui. avec des choses inhumaines, en fait. Donc, c'est assez bizarre comme situation. Enfin, on est quand même là pour, enfin, alors des fois c'est sûr qu'il y a des ambiances qui sont détestables, hein, faut être honnête, mais c'est comme pour tous les métiers, mais on est quand même là pour s'occuper des gens, quoi, et pour leur Mm. apporter du bien-être, du confort et la santé. Et c'est vrai que ça c'est le truc qu'il faut absolument garder en tête en premier lieu quand on fait ça, c'est sûr. C'est vrai que je pense que ça doit pas être facile le métier d'infirmière parce que en fait, tu es vraiment entre le patient et le médecin chirurgien et c'est toi qui fais Oui, le relais en plus souvent. Donc, oui. tu es un peu entre les deux, en fait. Enfin, tu es un peu tampon, en fait. Bah après c'est pas vraiment tampon, je pense que c'est plus un truc, enfin moi je vois plus ça comme un triangle, quoi. Enfin c'est plus une relation triangulaire. On est tous acteurs finalement Mm. pour le même objectif. Enfin non, je pense pas que ce soit un tampon. Ouais, c'est plus une relation triangulaire. Il faut Mm. après le truc est bête, hein, nous on est obligé de prendre soin du chirurgien pour qu'il puisse prendre soin correctement du patient aussi. Et Ouais. voilà. Mais c'est vrai que c'est très particulier, le monde du bloc opératoire. C'est très très particulier. Ouais, Donc, toi, c'est pas vraiment quelque chose qui t'a dérangé, c'est plus que tu as eu l'impression d'avoir fait le tour au final au bout de 9 ans, du coup. ouais, ouais.
En fait, pour ma deuxième grossesse, j'ai été arrêtée quasiment dès le début de la grossesse. Et donc j'ai dû être arrêtée en avril, mai 2015 et j'ai accouché en janvier 2016. Et ensuite, je m'étais dit vu que j'avais mes enfants ont 3 ans d'écart, et, euh, et je m'étais dit que j'allais prendre un peu de congé parental pour accompagner mon premier jusqu'à la rentrée de septembre. Et, euh, et donc, finalement, j'ai pas travaillé pendant 1 an et demi. Et enfin, j'ai été 1 an et demi à la maison. Moi, clairement, je m'épanouissais pas en tant que femme au foyer. C'était pas du tout mon truc. J'avais besoin de retourner travailler, mais je sentais à ce moment-là que je voulais plus du tout retourner au bloc opératoire. Ça me rendait malade, mais je voulais plus y aller, quoi. Il y a pas eu de trucs déclencheurs qui m'ont dégoûté. Ça a été voilà, j'ai fait le tour. Je ne veux plus de ce métier-là. Et je voulais plus du métier d'infirmière, en fait. Ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que au bloc opératoire, en fait, il n'y a pas de fenêtre. On travaille un peu comme dans un blocos, si tu veux. Il n'y a pas il y a pas de fenêtre. Il n'y a pas de lumière du jour. Il y a pas de. Donc le matin, l'hiver, quand tu pars de la maison, il fait nuit. Quand tu rentres le soir, il fait nuit. Et donc t'as pas vu de lumière naturelle de la journée. Et en fait, quand tu vis à la lumière du jour pendant 1 an et demi, je voulais pas y retourner, quoi. Mais voilà, c'était. Mais ça, j'ai eu la discussion, je sais, avec un précédent invité où je disais, je trouve qu'on ne fait pas du tout attention à l'environnement quand on choisit son métier. L'environnement, je veux dire, les horaires de travail, l'endroit où tu vas travailler. Même par exemple, moi, je sais que les hôpitaux, j'ai du mal avec l'odeur, tu vois. Et je sais que j'aurais jamais pu être, parce que tu vois, ça, c'est trop prenant pour moi en fait. Et puis tout ce qui est aseptisé, je sais pas, ça m'angoisse un peu. Et je trouve qu'en fait, quand on choisit son métier, on choisit plus sur le fond, le prestige social, le fond, le côté un peu technique, intellectuel, et pas sur l'environnement. Juste le fait d'aller, par exemple, dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre, quoi. Ouais, parce que en fait, si tu veux, quand tu dis les odeurs et tout, moi au départ, c'est un truc clairement. Hein, j'ai fait un malaise la première fois que j'ai vu une césarienne. Hein, l'odeur du sang et du liquide amniotique, on m'a perdu. Hein. Moi, après, j'y suis faite. C'est des choses auxquelles on s'habitue après. Enfin, parce que les odeurs au bloc opératoire, c'est particulier. Vraiment, peut-être plus que dans un service, parce que voilà, quand on coagule et tout ça, il y a des odeurs de chair brûlée et tout. Enfin, c'est particulier, l'odeur du sang. Ça, je m'y étais clairement habituée, mais par contre, ce qui m'a pesé sur le long terme, c'est l'absence de lumière et d'espace. Tu vois, d'avoir cette sensation, tu vois, d'être restreint dans des lieux clos. Ça, je crois que ça me pesait vraiment sans que je m'en rende compte. Bah, du coup, là maintenant, t'es plus du tout dans un lieu clos. Alors, du coup, donc pour revenir, donc tu te sens, voilà, t'as plus envie d'y retourner. Donc à partir du moment où tu sais que tu ne veux plus y retourner, comment t'as su ce que tu voulais faire? Bah alors plus ça allait, donc j'ai accouché en janvier 2016, plus ça allait, plus je me disais non, je veux pas. Et donc avec mon mari, on n'était pas mariés d'ailleurs à l'époque. Donc avec mon conjoint à ce moment-là, on se disait que il fallait, enfin lui me poussait à faire autre chose, mais je disais mais moi je suis pas capable. J'ai fait une formation professionnalisante. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Enfin, moi, je vais me traîner ça comme un boulet toute ma vie. Il faudrait que je reparte sur une nouvelle formation, un nouveau métier, mais je sais pas ce que je veux faire. Et donc, au final, on s'est dit, on va prendre le problème sous un autre angle. On a commencé à chercher sur la commune où on vivait, près de Brest. On s'est dit, on va partir d'un endroit qui nous plaît. Donc, on a cherché des cellules commerciales qui étaient en vente. Ça, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le sait. Et en fait, on a trouvé un vieux bâtiment en vente et on a contacté la dame. Et il y avait un autre couple qui était intéressé par cet endroit-là, historique, en fait, sur la commune où on vivait. Et le jour où on a fait la visite, enfin, où on devait faire la visite, la dame nous appelle pour nous dire, bah, c'est trop tard, en fait, le couple, voilà, a confirmé son coup de cœur, ils ont signé. On s'est dit, bon, bah, c'est dommage, on va pas en faire une maladie.
c'est que c'était pas pour nous. Donc on s'est dit bon, allez, on va partir sur autre chose. Alors on savait pas ce qu'on voulait y faire. Hein. C'est juste qu'on s'est dit, il y a un commerce, on verra ce qui. Il y a un commerce et une habitation dans ce bâtiment et on verra ce qu'on y fait si ça marche. Donc ça n'a pas marché, donc on est parti sur autre chose. Et puis au fur et à mesure, en en parlant autour de nous. Il y a un proche de mon mari qui nous dit moi j'ai entendu dire un truc visiblement c'est une ancienne colonie de vacances en vente depuis des années à Plouarzel. Bon. Alors on est parti en mode enquêteur sur internet donc le Bon Coin on trouvait pas ce dont il parlait. Donc on est carrément allé à la mairie. On est allé frapper au bureau du maire de Plouarzel et on lui a dit apparemment il y a un truc en vente à Plouarzel, une ancienne colonie. Il dit bah oui, la colonie, allez en voiture, je vous amène. Bon, nous voilà montés en voiture avec monsieur le maire et que mon mari connaissait en fait de par son activité professionnelle et en fait on est arrivé là et en fait, on s'est dit waouh. C'était plus ou moins ça faisait 3 ans que c'était en vente. Donc, ça faisait 3 ans qu'il y avait plus d'activité à la colonie. Donc, elle était maintenue, entretenue. Enfin, ils faisaient les foins 2 fois par an autour de la colonie pour la maintenir propre. Elle était maintenue propre, mais elle n'était pas abandonnée. Mais clairement, enfin, c'était en l'état, quoi. C'était très très dans son jus. Et mais on s'est dit, on a senti, je sais pas, on s'est senti bien à cet endroit-là et on s'est dit, waouh. Donc on a, en fait, il se trouve que c'était en vente que sur Imonote, le truc des notaires là, le genre de bon coin, enfin de site en fait que réservé aux notaires. Et il y avait même pas un panneau ni rien devant la colonie, donc les gens qui étaient autour ne savaient même pas forcément que c'était en vente. Il y avait eu plusieurs projets visiblement qui avaient attiré des investisseurs mais qui n'avaient pas abouti. Et donc voilà pourquoi c'était en vente depuis 3 ans. Et donc on a revisité avec ça appartenait à une association. Et donc on a revisité avec le directeur de l'association et là on s'est dit que ouais on s'est dit on sait pas ce qu'on y fera mais on va tenter et c'était pas du tout dans un budget qui puisse être convenable pour pouvoir y projeter de faire quelque chose. Donc on a fait une offre mais on s'est dit que voilà, on tente quoi, coup de poker. Si ça passe, c'est pour nous. Si ça passe pas, bah c'est pas ça. Et en fait, vu que c'est une association, c'est un peu long en fait. C'est pas comme des propriétaires privés qui vendent, sur lequel on se dit oui, non, on contresigne une proposition et voilà, c'est réglé. Là, il fallait qu'ils fassent une réunion au niveau de l'association et puis en fait, à notre goût, ça mettait un peu trop de temps, donc on a refait une autre proposition, 5 000 € de plus, je crois. Et on leur a laissé, je sais plus, 4 jours, 7 jours pour nous répondre. Et on leur a dit, si on n'a pas la réponse dans le délai demandé, bah nous, on laisse tomber, on passe à autre chose, quoi. C'était un coup de poker, quoi. Et là-dessus, on est parti en week-end. Parce que c'était en septembre, je reprenais le travail en octobre, donc on a laissé les enfants et on est parti en week-end à Concarneau et je me souviens qu'on était sur la terrasse de notre chambre d'hôtel et on s'est dit bon, allez, si ça passe, c'est qu'on change de vie, mais on change de vie radicalement parce que c'est un truc, c'est énorme. Il y a 1700 mètres carrés de bâtiment. C'est vraiment super grand. Donc on savait pas ce qu'on allait y faire, mais on savait que notre vie allait changer. Donc on s'est dit si ça passe, notre vie change et c'est un projet qui est tellement énorme qu'il faudra qu'on se marie. Sachant que mon mari, elle m'avait toujours dit que jamais on ne se marierait. Qu'il voulait pas se marier, lui, il ne voulait pas se marier et pourtant ça faisait une 12aine d'années qu'on était ensemble à ce moment-là. Mais lui, le mariage, ça lui disait rien et
Et donc, on s'est dit, on se mariera. Et quelques jours après, on a reçu la proposition contre-signée. Et là, on s'est dit, bon, ok, c'est parti. Et là, tu ressens quoi du coup? Là, c'est le vertige un peu, hein? Ouais, c'était hyper excitant parce qu'en plus, on savait vraiment pas ce qu'on voulait faire. En fait, on a trouvé le lieu et l'activité. Au départ, on s'était dit qu'on ferait des gîtes. Et moi, on s'est dit qu'on ferait des gîtes, qu'on vivrait sur place et qu'en fait, moi, j'allais gérer les gîtes et que mon mari continuerait lui de travailler dans les travaux publics comme il faisait. Et c'était vraiment, en premier lieu, c'était vraiment une activité pour moi, vraiment juste pour moi, pas une activité pour la famille quoi. C'était vraiment juste pour moi. Et donc on s'est dit on va faire des gîtes. Et puis quand ça s'est su qu'on était sur le projet, parce que en fait vu que c'était un projet hors norme, on a eu la proposition qui a été contresignée, on a signé un compromis de vente, mais ça devait être une vente longue parce qu'on savait pas sur quelle valeur de prêt, par exemple, on partait, puisqu'on ne savait pas ce qu'on voulait y faire. Il fallait un projet et ensuite il fallait pouvoir demander le financement à la banque. C'était long, c'est pas comme quand on achète une maison. Donc au niveau de l'association, ils ont vraiment été sympas, ils nous ont vraiment laissé le temps parce qu'on a découvert la colonie en septembre 2016 et on est devenu propriétaire qu'en août 2017. Donc il y a quand même eu un sacré laps de temps entre les deux, et donc un sacré laps de temps on dort peu, on réfléchit beaucoup, et donc autour de nous, quand on disait qu'on achetait la colonie de Trésien, les gens nous disaient génial, j'ai été faire des fêtes, j'ai été faire des mariages là-bas, c'était génial. Ah oui, mais en fait, nous, on veut pas faire de salle, on veut juste faire des gîtes. Ah, mais c'est dommage. Et en fait, à chaque fois, on avait ça. À chaque fois que les gens connaissaient la colonie, on avait le droit, mais non, mais il faut faire une salle. Bon. Donc, au final, on s'est laissé, on a écouté. Et on avait une amie d'amis dont les parents étaient traiteurs sur notre commune. Et donc, on est allé les consulter. Et ils nous ont dit que oui, c'était une salle qui avait un fort potentiel et qui nous disait effectivement que c'était un beau projet qui tenait la route, que de faire une salle de réception. Le truc, c'est que le bâtiment qu'on exploite pour la salle de réception et la partie hébergement, il fait 350 mètres carrés sur 2 étages. Donc il y a 700 mètres carrés de bâtiment. Et moi, j'étais toujours infirmière parce qu'à ce moment-là, je travaillais toujours. Je me suis dit que c'était complètement hors norme. Je me voyais pas gérer. Je me sentais pas la légitimité, si tu veux, de me dire il y a 200 personnes, voire même jusqu'à 250 personnes qui peuvent venir dans mon établissement. Et à ce moment-là, c'était compliqué parce que moi, j'étais infirmière, j'étais salariée et c'était compliqué d'essayer de se projeter dans une autre vie, dans un rôle de chef d'entreprise et de gérante d'un métier que je connaissais pas finalement. Et j'étais pas formée pour ça. Donc, ça me faisait hyper peur. Donc, au départ, on avait prévu, de scier le bâtiment, de scier le bâtiment sur 1/3, 2/3 et de faire tomber 1/3 du bâtiment. Vraiment de le scier et de le faire tomber. Parce que je voulais pas d'une salle qui fasse plus de 150 mètres carrés. Au final, on a 290 mètres carrés de salle aujourd'hui. Et Patrick, le traiteur en question, il arrêtait pas de nous dire il faut pas faire ça, il faut vraiment faire une grande salle, c'est quelque chose qui a pas sur le territoire, c'est quelque chose que les gens demandent. Tu aurais vraiment des clients pour une grande salle. Il y a plus de concurrence sur des salles de taille moyenne comme tu veux faire. Il faut vraiment, mais vraiment, vraiment garder tout. Et on a écouté, on a pris le temps de digérer tout ça. Et au final, on a tout gardé. Quand tu dis scier, c'était juste faire une cloison, tu veux? Non, scier, vraiment, scier. En fait,
toutes les ouvertures de la colonie ont été reprises par une entreprise. Ils sont arrivés avec des scies de 1,50 m de large, des scies pour scier des murs. On a toutes les ouvertures qu'on a fait, on les a vraiment toutes réouvertes en plus grand pour avoir un max de lumière. Parce qu'elle était pas le bâtiment était pas très lumineux et on a vraiment tout réouvert. Et donc sur le même principe, c'était vraiment prévu qu'on scie toute une partie du bâtiment et qu'on la fasse tomber. Et qu'on y mette des baies vitrées à la place, en fait, sur le côté. Et alors, parce que j'imagine totalement, entre toi qui te dis, je vais prendre mon petit local, faire ma petite activité, voilà, et puis après arriver dans un truc aussi énorme avec, je vais gérer des réceptions de 200 personnes, je comprends, t'as le vertige, en fait, Ouais, ça faisait peur. Tu t'es senti un peu dépassée par le projet, quoi. Ben, je me suis pas senti la légitimité de le faire et la capacité de le faire. Donc, mon mari, il m'a poussé vraiment. Il a cru en moi et voilà. Enfin, c'est vrai que si on en est là aujourd'hui, c'est surtout grâce à lui. Enfin, lui, il est en sous-marin, on le voit moins, mais c'est vraiment lui qui m'a poussé à faire tout ça en fait. Enfin, et puis, il y a un truc aussi qui a été primordial dans tout ça, mais vraiment, sans ça, c'était impossible. C'est que quand on a annoncé ça à nos familles, eh ben, ils sont pas beaucoup dormis au début non plus. Parce que quand ils ont vu ça, ils se sont dit, mais ils sont fous, enfin, complètement fous. Mais ils ont cru en nous. Ils ont eu confiance en nous et ils se sont dit, s'ils se sentent capables de le faire, on les suit. Enfin, je les remercierai jamais assez, que ce soit ma famille ou la famille de mon mari. C'est improbable qu'ils aient cru en nous à ce point-là, parce que c'est un projet qui était complètement hors norme. Mais ils nous ont suivis. Donc du coup, l'aventure a commencé en fait pendant de septembre à août. On a mûri le projet, on a fait les plans, on a refait les plans. Voilà, on a trouvé l'architecte qui était une amie aussi, qui a pu nous suivre et nous faire un superbe projet. Et donc, en fait, on a été propriétaire en août 2017 et on s'est mariés en septembre 2017 dans l'endroit où je me trouve, qui est actuellement mon salon. Et là, ça, j'adore cette histoire, c'est trop mignon. Et du coup, comment vous saviez déjà que vous vouliez faire des mariages et vous vous êtes dit, ça sera nous le premier? Non, enfin, pas en premier lieu, en fait, non, vraiment pas. C'est surtout que c'est un peu improbable. Enfin, nous, on voulait pas se marier, mais on achète une salle pour les mariages. Là, bon, c'est quand même assez drôle. Et c'est surtout que oui, on s'est mariés. On s'est mariés les premiers, mais après, on s'est mariés sur notre partie, sur la partie habitation en fait. On s'est pas mariés dans la salle de réception parce que on a vraiment commencé les travaux tout de suite quand on a eu les clés officiellement. Mais par contre, oui, c'était drôle quoi. C'était vraiment drôle. C'est pas banal d'acheter la salle où on se marie. Ouais, c'est génial, je trouve. Et puis ça donne des bonnes vibes pour continuer. Ouais. Enfin, tu dis que tu commences bien ton projet. Du coup, vous avez fait combien de temps à peu près de travaux? On a commencé en août 2017 et on a accueilli nos premiers clients le premier week-end de juin 2018. Donc 10 mois de travaux, c'était hyper court. C'était vraiment hyper court parce qu'il y avait tout à faire. On a juste gardé les murs, le toit et le parquet de la salle de réception. Et on a aménagé un semblant de parking. Alors, en fait, ce qu'on a fait, c'est que on voulait pas avoir d'année blanche. On savait qu'on ouvrirait en juin quand on a commencé les travaux, mais on n'avait pas envie de se dire on ouvrira les réservations quand la salle sera finie. Donc, histoire de mettre un peu de piment dans tout ça, on a ouvert les réservations en octobre 2017 et on était en plein travaux. C'est-à-dire que les premières visites, j'avais même pas de fenêtre aux fenêtres. Il y avait rien. Il y avait... c'était
là, pour le coup, vu qu'on avait tout enlevé, tout désossé, ça ressemblait à une ruine. On aurait cru qu'il y avait une bombe qui avait explosé dans le bâtiment. C'était que des grands espaces. On avait enlevé toutes les cloisons. Il y avait 2 niveaux et il y avait rien. Il y avait des ouvertures. Les ouvertures n'étaient même pas encore sciées. C'était le bardage. Je pense même pas que le bardage avait commencé. Donc, l'isolation extérieure, rien. Il faisait froid. Enfin, il y avait des courants d'air. C'était atroce. Et en fait, moi, je me retrouvais dans le rôle de commercial parce qu'à ce moment-là, je travaillais toujours. Enfin, j'avais repris le travail. On avait ouvert les réservations et donc, en fait, je faisais des visites le week-end ou sur mes jours de repos. Donc, j'avais repris à 80% parental et on avait ouvert les réservations et je faisais visiter aux gens en leur montrant les plans et en leur disant, bah là, il y aura une fenêtre grande comme ça, là, il y aura une pièce comme ça, l'espace traiteur sera là. Mais c'était complètement improbable et les gens, ils me faisaient confiance et ils signaient des devis. C'était complètement improbable. Que les gens nous fassent confiance alors qu'ils nous connaissaient pas, c'était, moi, j'étais hallucinée de voir ça. Enfin, c'était surprenant. Moi, j'étais infirmière, quoi. Et on a bossé comme des dingues, mais vraiment, enfin, mon mari, je l'ai quasiment pas vu, en fait, parce que moi, quand j'étais avec les enfants, enfin, on avait quand même un bébé, en fait, euh, notre plus jeune était vraiment petit et donc moi j'étais à la maison et lui il bossait comme un fou. Il a pris 6 mois de congé sans solde, donc il était là tout le temps et mon père était là à mi-temps à la maison en fait pour nous aider. Il se trouve qu'en fait il y a eu plein de voyants en fait qui se sont allumés. Il n'y a pas juste le coup de poker. Il contresigne la proposition, la banque nous suit. Enfin, il y a eu plein de trucs qui. Mon père est arrivé en retraite juste à ce moment-là aussi. Il y a plein de petites choses en fait qui ont fait que c'était possible. Et donc mon père était là en coloc avec nous pendant la moitié de la semaine. Et en fait, il est toujours là. Ça fait 3 ans. Parce qu'on est toujours en travaux à droite, à gauche. Et donc ma mère nous prête mon père à mi-temps. J'adore. Et puis c'est sympa pour les enfants aussi. Oui, ouais, c'est chouette parce que ils sont proches du coup de leur papou. Et alors c'est vraiment rigolo parce que euh, il y a plein d'entreprises quand même qui sont passées et qui passent encore à la colonie. On a plein d'amis, plein de proches, enfin plein de gens même dans le milieu du bâtiment, des travaux publics qui viennent toujours travailler parce on est encore toujours en travaux et c'est rigolo parce qu'il y a souvent des gens qui nous disent ah mais papou n'est pas là aujourd'hui. Non non, il arrive que demain. Et en fait il fait vraiment partie il fait vraiment partie de la colonie et c'est vraiment ouais c'est chouette, c'est un vrai projet c'est pas juste de famille, juste nous 4, c'est vraiment un projet de famille au sens vraiment large. On est vraiment suivis par nos familles et ça c'est le truc primordial. On n'aurait pas réussi sans eux. Ouais, c'est sûr. En fait, je pense que déjà dans une reconversion, il faut beaucoup d'énergie. Et en plus, quand tu as après un projet, les travaux, c'est un truc hyper prenant. Oui. Et en fait, t'as pas l'énergie à te défendre contre des critiques négatives, en fait, ou à faire face, ou à justifier ce que tu es en train de faire. Et Oui. enfin, moins tu as besoin de faire ça, plus tu as d'énergie pour ton projet, en fait. C'est ça. Ouais, on n'aurait pas eu l'énergie de lutter contre nos proches. Et du coup, quand toi, en fait, comment ça se passe? Donc, tu fais visiter à des gens qui veulent louer ton domaine. C'est toi qui trouves les traiteurs aussi? Par exemple, s'il y a un mariage, c'est toi qui t'occupes de tout ou ils viennent et ils s'occupent de tout, les clients? Comment ça se passe? Non, alors en fait, gérer la colonie, le bâtiment, c'est déjà énorme. Et en fait, voilà, moi je suis propriétaire d'une salle. J'accompagne les gens dans la mesure de mes capacités. Je suis pas traiteur, je suis pas loueur de mobilier, je suis pas j'avais vraiment pas envie de déborder sur d'autres métiers parce que
être propriétaire, et gérante d'un domaine, c'est déjà énorme. Je voulais pas faire plus. Pour faire bien, il fallait pas faire plus. Pour juste expliquer ce que c'est gérante propriétaire d'un domaine, parce que c'est vrai que moi, je vois pas exactement à quoi ça correspond à ton quotidien. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bah, c'est vrai que et même moi, je me rendais pas compte de ce que c'était. En fait, j'ai des demandes par mail, par appel, enfin voilà. Je réponds aux demandes et je fais visiter, je réponds aux questions, aux mails. Et après il y a toute la partie gestion de salle. Donc c'est-à-dire que nous on a fait le choix on prend un prestataire de ménage pour faire le ménage. Mais c'est moi qui m'occupe de tout réinstaller. Je fais tous les lits, par exemple. C'est moi qui gère les commandes. C'est moi qui. Enfin, je sais même pas trop comment expliquer en fait ce que je fais. C'est hyper diversifié. Il y a plein de petites tâches différentes. Par exemple, quand je donne les clés, je fais une visite avec les clients, je leur montre comment fonctionne la colonie, mais après, en fait, je reste d'astreinte, je travaille tout le temps, en fait. Quand il y a du monde dans la colonie, je suis en veille, mais on a toujours l'esprit un peu là. C'est un peu comme un troisième enfant qu'on emmène à garder chez quelqu'un. Enfin, on est toujours sur le qui-vive parce qu'on peut m'appeler pour me poser des questions, parce qu'il y a un souci avec telle ou telle chose. Enfin, je suis tout le temps d'astreinte. Ensuite, quand je récupère les clés, il y a tout à remettre en ordre. Par exemple, quand on passe d'une réception allez, on va dire 80 personnes, dans la salle de réception avec des gens qui voulaient des tables rondes, et qu'ensuite on accueille une réception avec 190 personnes en table banquet avec des tables rectangulaires, ben en fait, nous, on doit tout préparer ça. C'est-à-dire qu'on doit mettre de notre local de stockage jusqu'à la salle le nombre de chaises qui manquent, re-ranger les tables qui en ont trop ou les tables qui sont pas le format demandé. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que en plus, il faut nettoyer tout ça. Donc ça demande un temps fou d'organisation de mobilier. Et de gestion des hébergements, parce qu'on a 3 appartements et un dortoir. Donc il faut tout repréparer pour les suivants. Et en parallèle, je réponds aux questions des gens. Je sais pas, ça peut être des questions bêtes, genre comment on fait pour la déco, est-ce qu'on peut mettre ça, comment on fait pour installer ça. Euh, euh, Nous, on a telle personne qui arrive, ils ont besoin de ça, est-ce qu'ils peuvent avoir ça? Des professionnels qui posent des questions parce qu'ils viennent sur une réception, qui sont jamais venus. Et puis, en fait, le monde du mariage, parce que c'est surtout des mariages, le monde du mariage, en fait, il y a des modes, il y a des oui, enfin, il y a des modes en fait. Donc, il y a des trucs qui sont demandés. Il faut pouvoir proposer des solutions aux gens pour mettre en œuvre ce qu'ils ont vu sur Pinterest, par exemple. Parce qu'en fait, nous, dans le Finistère, les gens veulent beaucoup faire par eux-mêmes. Ils veulent beaucoup se gérer seuls. Donc, des fois, oui, j'ai l'impression d'être à mi-chemin avec peut-être le travail d'une wedding planner. Ouais. C'est pas ce que je souhaite. Je veux pas leur prendre non plus leur travail, Ouais. mais n'empêche que quand j'ai des questions, j'y réponds. Quand on me demande, on cherche un traiteur, est-ce que vous pouvez nous donner des noms? Oui, je leur donne des noms. Ou alors on veut une fleuriste. Enfin voilà, je donne des noms, je donne des conseils. Après, c'est des trucs. Ouais, en fait c'est beaucoup d'écoute et d'être là en fait, de montrer aux gens que je suis là, que je peux les accompagner s'ils me le demandent. Je suis pas intrusive, c'est-à-dire que si je vois qu'ils se gèrent seuls, qu'ils arrivent à organiser tout seul, j'interviens pas. Après, si on me pose des questions, je suis là pour y répondre. Mais le truc c'est qu'on a une 50aine de réceptions privées comme ça dans l'année.
Donc c'est 50 c'est 50 clients ou 50 couples à guider aussi potentiellement. Ouais. Donc ça demande beaucoup de temps. Et à terme, tu aimerais faire un peu plus comme ça, wedding planner. Je dis ça parce que souvent, tu sais, quand tu t'organises un mariage, tu as un peu le package. Par exemple, si tu prends un domaine, ils te donnent le package. Ils te disent, alors si tu fais avec nous, bah, nous, on travaille toujours avec cette wedding planner. Il y a aussi ce traiteur, tu vois. Oui, Est-ce que toi, à terme, tu voudrais développer ça? non, non, non. Franchement, enfin, le métier de wedding planner, c'est un métier. Je veux pas rentrer là-dedans. Tout comme on veut pas se spécialiser dans la restauration non plus et avoir notre propre service de traiteur. Moi, je trouve important que les, on va parler de mariage, que les couples qui viennent qui viennent pour se marier chez nous, je trouve important qu'ils aient le choix Mm. et qui, enfin, que ce soit eux qui choisissent. Après, je peux leur donner des conseils, les guider, leur donner des noms, mais je veux pas décider pour les gens. Je veux vraiment qu'ils puissent choisir par eux-mêmes. Alors après, ça c'est la partie prestataire, mais dans le choisir par eux-mêmes. Mais après, avec l'expérience qu'on a maintenant, parce qu'on a ouvert en 2018, maintenant on voit ce que les gens attendent pendant une réception privée. Et au final, c'est toujours un peu les mêmes attentes. Alors au départ, par exemple, il y avait la location de salle et on louait les hébergements à part. Et donc les couples, quand ils venaient, ils voyaient le tarif de la location de salle et en fait, ils se disaient que c'était à part les hébergements. Sauf qu'en fait, nous, on habite sur la pointe, enfin, on habite la colonie est sur la pointe du Finistère. Alors certes, il y a des logements et tout autour énormément parce que c'est une zone qui est de plus en plus touristique. Sauf qu'en fait, les gens s'ils viennent à la colonie, c'est aussi parce qu'il y a des hébergements et parce qu'on propose une formule sur 48 heures. Donc, il y a forcément la nuit de la réception où les gens vont dormir sur place. Et donc, finalement, on s'est rendu compte qu'à laisser trop de possibilités, les gens, ils étaient un peu perdus, alors qu'au final, ils arrivaient toujours au même endroit, à savoir, on prend les hébergements. Donc maintenant, par exemple, ça c'est un truc, on s'est rendu compte avec l'expérience que c'était pas bien de mettre des trucs en option, qu'on est dans une génération où, aujourd'hui, on n'a pas envie de se prendre la tête, on veut tout inclus sur place, un tarif et point. Et donc maintenant, tout ça, on a une formule super globale et l'idée c'est que je pense que ce qui fait aussi la différence, c'est que j'essaye de penser euh, à ce dont les gens ont besoin avant qu'ils aient le droit avant qu'ils aient le temps de se dire on a besoin de ça. Parce que c'est confortable d'avoir tout sur place et que les choses aient été bien pensées. Par exemple, on s'est projeté en tant que couple avec des jeunes enfants. On a fait une nurserie, par exemple, avec des lits bébés. Mais on s'est pas arrêté là. Par exemple, je mets les draous dans les lits bébés, c'est tout bête, mais les parents ont juste à venir avec l'enfant à la turbulette et à poser le petit dans le lit. C'est pareil, on a pensé à un endroit pour les enfants un peu plus grands, donc à part, un peu plus en retrait par rapport à la nurserie pour que les petits puissent dormir alors que les un peu plus grands sont en train de jouer dans la salle de jeu, sans les réveiller. On a fait une salle de jeu avec un tableau d'école, il y a une table de ping-pong, il y a un écran aussi pour pouvoir regarder les DVD et tout ça. On s'est projeté, on a vraiment essayé de se mettre dans la tête de nos clients pour essayer de faire vraiment au mieux et de pouvoir contenter tout le monde et que les gens se sentent bien, qu'ils se sentent un peu comme à la maison le temps de leur location. Non, c'est des super idées. Et comment, enfin, quel conseil tu donnerais pour trouver tes clients? Parce que toi, du coup, enfin, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais. Comment tu penses que, enfin, à quoi est dû le succès? En fait, nous, on a partagé sur le blog, en fait. On a un blog sur notre site internet et pendant les travaux, je mettais des photos des travaux. Les gens nous ont suivis, en fait, dans la naissance de la colonie telle qu'elle est aujourd'hui.
Et on est référencé aussi sur des plateformes de location de salles. Donc ça c'est le truc voilà, c'est un bon référencement en fait, et je pense que les réseaux sociaux c'est bien aussi, et le blog, le fait que j'écrive des articles pour parler de la vie de la colonie, les gens ont l'impression de connaître et de participer, et ça rend c'est un peu comme si on leur ouvrait les portes d'un endroit qu'ils ont connu avant. Parce qu'il y a plein de gens qui connaissaient la colonie avant, en fait. Ouais, mais franchement, c'est dingue parce que quand on écoute ton histoire, en fait, il y a plein de conseils entrepreneuriat. Tu vois, l'idée de prendre l'endroit tel qu'il est, aussi grand avec ses capacités. Finalement, c'est ça qui fait votre spécificité, et c'est ça qui fait qu'il y a des clients qui vont être intéressés. Tu vois, pareil, quand tu dis être à l'écoute des clients puis devancer leurs besoins. Toi, finalement, comment tu t'es formée? Parce que tout a été instinctif, parce que quand on t'entend maintenant, on a l'impression que tout était assez facile. En fait, le truc, c'est que quand j'ai commencé, le lieu n'était pas fini. Donc, en fait, j'ai commencé par vendre, entre guillemets, une prestation qui n'existait pas encore. Donc, j'ai appris un peu sur le tas, enfin, même complètement sur le tas. Et mon mari, lui, il a fait une école d'ingénieur, donc une école d'ingénieur assez généraliste. Au final, il travaillait dans les travaux publics, mais il a quand même eu des cours à l'école d'ingénieur sur le côté commercial et tout ça. Et quand je bloque, ou quand il y a des situations qui sont compliquées, c'est vrai qu'il est franchement, il est là pour me conseiller aussi. Et en fait, c'est finalement, la boucle se boucle un peu avec mon métier d'infirmière, alors qu'on pourrait croire que ça n'a rien à voir, mais finalement la communication, l'écoute, l'empathie, tout ça c'est primordial dans le métier que j'exerce aujourd'hui. Finalement, c'est des qualités que j'ai développées en tant qu'infirmière, mais qui sont primordiales aujourd'hui. Par exemple, il y a d'autres qualités, l'organisation, gérer des choses dans l'urgence, faire les choses vite, ou prendre son temps, enfin gérer son temps, en fait ça c'est des choses, c'est des qualités qu'on acquiert en tant qu'infirmière. Et moi je pensais vraiment que ça allait être que ce métier d'infirmière allait être un boulet que j'allais traîner toute ma vie si je l'exerçais plus. Et au final je me rends compte que finalement il me sert. Je n'exerce plus ce métier, mais ça m'a servi d'avoir été infirmière quand même. Ouais, c'est vrai que ça fait sens quand tu en parles. Et est-ce que tu peux nous raconter du coup comment ça s'est passé avec ta famille? Le truc c'est que nous, Léon, mon plus jeune fils, il a grandi dans le chantier. Enfin, il a appris à marcher. On a des vidéos de ses premiers pas. C'est dans la colonie. C'est rigolo, c'est chouette. Lui, il aura connu que ça. Et donc en fait, moi, quand je faisais des visites, quand on vivait pas encore sur place, parce que là, on s'est aménagé nous un endroit en retrait, vraiment un endroit à nous derrière, vraiment, enfin un endroit coupé du reste des locations. Mais on vit sur place aujourd'hui. Mais quand on a commencé à faire visiter la colonie, comme ce dont je te parlais tout à l'heure, on vivait pas encore sur place. Donc Léon, en fait, il faisait ses siestes dans les anciennes chambres de la colonie. J'avais mon babyphone, sauf que en fait, il avait pris l'habitude de ne pas m'appeler quand il se réveillait de la sieste, et il débarquait dans mon bureau. Mais il allait à l'essentiel, en fait. Il dormait en t-shirt et en slip, et il mettait des bottes, et il arrivait comme ça dans mon bureau. Donc c'est arrivé 2-3 fois, j'étais avec des clients. À la fin de la visite, j'étais dans mon bureau, et lui, il débarquait. Je sais pas, il avait 2 ans et demi. Il débarquait en slip et en bottes dans mon bureau, alors que j'étais avec des clients. C'était, voilà, après, ça rend les choses encore plus humaines. Les gens voient que oui, on n'est pas juste. On n'est pas une grosse entreprise. Finalement, c'est une entreprise familiale, et du coup, les gens s'identifient à nous et se rendent compte que
on est des gens comme tout le monde en fait. On a aussi nos enfants qui sont à côté, quoi. Ouais, je suis d'accord parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent pas parce qu'ils veulent que, ou alors ils attendent que tout soit super professionnel, parfait avant de se lancer. Et en fait, je trouve que c'est vrai que c'est pour les clients, c'est super attachant de voir aussi l'autre côté, l'humain. Donc finalement, c'est pas forcément important d'attendre que tout soit parfait en fait. Bah moi j'ai envie de dire que non, justement, ce que les gens aiment, c'est justement, enfin ils aiment pas l'imperfection parce qu'ils demandent, enfin forcément en plus, enfin chez nous les gens payent une prestation, donc mais ils voient quand même que c'est géré par des humains. Alors j'essaye de séparer les choses, mais voilà, des fois il arrive des imprévus comme ça où on a un petit Léon qui débarque en slip et en botte dans le bureau, mais voilà, c'est ce qui fait aussi c'est ce qui fait aussi la vie en fait. Les gens viennent là pour des moments heureux de leur vie et voient aussi que qu'on est là en tant que qu'humain finalement et je pense qu'au final c'est apprécié. Alors on essaye vraiment de séparer les choses. Par exemple, quand on n'a pas de location, comme en ce moment, c'est un immense terrain de jeu, le parking, la terrasse, enfin tous les endroits qui sont dédiés aux locations, les extérieurs, c'est un terrain de jeu qui est génial pour eux. Mais par contre, ils savent bien que quand on a des locations, il y a des clients, ils ont interdiction d'y aller. Moi, je ne veux pas que mes enfants arrivent au milieu d'une réception pour se mettre à jouer avec les enfants pendant les locations. Ils ont vraiment pas le droit et ils savent qu'ils ont pas le droit. En fait, l'idée c'est que nous, quand on donne les clés, on est là, on veille, mais on ne nous voit pas. Et on n'est pas, enfin voilà, pour moi, c'est hyper important d'être là en parachute au cas où il y ait besoin si on me demande, mais les gens n'ont pas à voir que nous, on est là. À ce moment-là, on s'efface. Et les enfants aussi. Mm. Alors, plus pour faire le bilan, si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu te donnerais? De se faire confiance. C'était pas gagné au début, j'avais vraiment du mal, mais au final, mon mari m'a poussé et finalement de se faire confiance, c'est le truc qui est primordial et puis ouais, c'est ça, se faire confiance, croire en soi finalement, alors que j'y croyais pas. C'est ce qui nous permet d'avancer. Et à un moment donné, quand on se retrouve face à un travail qui nous plaît plus, enfin, c'est pas une fatalité quoi. Finalement, de finir blasé. Le travail prend une place tellement importante dans la vie que si ça nous plaît pas, enfin, ça sert à rien de s'acharner à travailler une vie entière dans un truc qui nous plaît pas, quoi. Et Ouais, aujourd'hui, je crois qu'on a la chance de pouvoir faire différents métiers dans une vie. ouais, et puis tout s'apprend finalement, même sans. Ouais, bah oui, ouais. Ouais, je crois que pour le coup, j'en suis une belle preuve, ouais. Ouais, c'est clair. Alors, c'est toujours la question que je pose à la fin. C'est quoi pour toi une reconversion réussie? Une reconversion réussie, pour moi, c'est une reconversion dans laquelle on s'épanouit, dans laquelle on est heureux finalement de vivre. C'est la première fois de ma vie où je me suis dit c'est ici que je veux être et pas ailleurs et je veux plus jamais être ailleurs qu'ici. Je me suis jamais dit ça dans ma vie, jamais. Mais là, voilà, on a trouvé l'endroit parce que non seulement on travaille sur place, mais on y vit aussi et ok, le travail prend une place très importante et quand on est lancé dans la vraie vie, en dehors du Covid, j'entends, je travaille tous les jours en fait et jusqu'à tard le soir et je suis disponible pour mes clients, mais du coup c'est vrai que le travail prend une place importante, mais en fait c'est un plaisir, je le fais par plaisir. Alors certes il faudra qu'on mette des barrières plus tard, des limites peut-être que j'ai du mal à mettre aujourd'hui, mais ouais, je m'épanouis, ça me plaît, et je suis heureuse et je pense qu'on l'est tous aussi, enfin nous quatre quoi. Ouais. Et Papou. Et Papou, nous cinq, et Mamou aussi du coup, parce que sinon elle va être jalouse. Non, mais j'ai adoré l'idée de dire, enfin, je veux plus jamais être ailleurs parce que c'est vrai que je vois, quand j'étais au bureau, par exemple, quand j'étais jusqu'à avocate, je me sentais mal. Je me disais, mais j'ai pas envie d'être ici. Et tu sais, t'as une espèce de clivage dans ton corps où
ton corps, il te dit, mais je veux pas être là, et ton cerveau, il dit, mais je dois rester là, et c'est horrible d'avoir cette sensation. C'est ça. Tu vois? Ouais. Et, en fait, tu te dis, c'est pas ce que je veux, mais j'ai pas le choix que d'être là, quoi. Ouais, c'est un clivage en fait que t'as, et c'est vrai que en fait juste de pouvoir être là où tu veux, c'est génial en fait. Oui, ouais. Et puis de se dire, ok, c'est ça, c'est là, c'est bon, quoi. Enfin, on y est. Alors voilà, je suis jeune pour me dire ça, hein, mais en tout cas, enfin, même si plus tard on en a marre de gérer des réceptions, bah déjà là, je parlais beaucoup de mariage, mais on veut aussi s'ouvrir sur les entreprises. L'idée, c'est on étoffe vraiment notre clientèle aussi. On est vraiment en train de travailler sur ça aussi en ce moment pour accueillir des professionnels, pour ne pas voilà. En fait, non, on n'a pas envie de s'enfermer dans un truc plan-plan. On fait des réceptions privées, du mariage et puis c'est tout. On est jeune, on est dynamique et on veut continuer à faire ça, bien sûr, parce que ça nous plaît. Enfin, ça me plaît. Mais l'idée, c'est que mon mari après vienne en appui aussi pour gérer les entreprises dans un second temps. Mais ça, ce sera encore un autre projet. Mais du coup, voilà, on se repose pas sur nos lauriers et on reste actif et acteur aussi de de nos choix, des choix qu'on a faits et de ce qu'on vit aujourd'hui. Vraiment, on reste acteur et ça nous plaît et donc on a envie d'être dynamique là-dedans. Oui, c'est important aussi de pas se réenfermer quand on se reconvertit. C'est important de pas se réenfermer finalement dans un second métier. Oui, c'est ça. En tout cas, franchement, vous avez un super domaine, donc je mettrai tous les liens. Moi, en plus, ça me touche encore plus parce que je suis bretonne, pas très loin. Donc, pour ceux qui connaissent, du coup, la colonie de Trésien est juste en face de Ouessant pour les Bretons qui nous écoutent. Mais donc je mettrai tous les liens pour tous les auditeurs qui veulent aller voir un peu plus. Et vraiment un grand merci Mélinda, j'ai adoré cette discussion un peu plus psychologique. Donc vraiment merci beaucoup. Merci à toi. Et voilà, fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé tout ce temps avec moi. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast, je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur YouTube sous le pseudo Claire Virose ou par mail à l'adresse clairevirose@gmail.com.